Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans les podcasts Rustica. Penser l'agriculture au cœur des enjeux de biodiversité est aujourd'hui la seule promesse moderne d'un futur qui autorise protection de l'environnement et champs cultivés, lutte contre le changement climatique et élevage mesuré. Un futur qui permet de nourrir la population sans pesticides ni engrais de synthèse. Un futur qui se nomme agroécologie. Xavier Pou est agronome au bureau d'études et de recherche ASCA et chercheur associé à l'IDRI. Son expérience l'a amené à articuler l'analyse de systèmes agricoles et celle des décisions publiques en matière de développement agricole et de gestion de l'environnement. Membre du conseil scientifique du programme de recherche Agriculture, Biodiversité et Action publique du ministère de l'Environnement, Xavier Pou nous parle de demain, une Europe agroécologique. Je me présente, je suis Xavier Poux, je suis ingénieur agronome et je travaille dans un bureau d'études et de recherche qui s'appelle ASCA et qui intervient sur les politiques publiques à l'interface agriculture-environnement avec évidemment le thème ce sera plus l'agroécologie que la permaculture, mais on y reviendra peut-être dans les questions. Et donc, quand on intervient sur les politiques publiques, bien, on est confronté à des problèmes de qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les modèles, si je puis dire, qui sont en présence pour l'agriculture, pour le développement. Et donc, ça pose des tas de questions. Et c'est ce que je vais essayer ce matin de vous exposer à travers ce qu'on a mis en forme. Alors, je vais quand même montrer que je ne sais pas si c'est ça qui vous avait attiré pour certains d'entre vous, mais ce qu'on a mis en forme avec un collègue qui travaille à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Donc, vous voyez d'emblée le truc politique. Ce livre sur Demain, une Europe agroécologique. Et je vais essayer de vous faire partager un petit peu les prémices de cette approche. Alors, si je parle d'emblée de politique publique, c'est que je ne vous connais pas, et j'imagine que dans ce salon, vous venez chercher pour beaucoup d'entre vous des aspects assez pratiques, assez techniques, qui peuvent vous éclairer. Je trouve que c'est très important. Mais moi, mon expérience professionnelle, c'est que ça fait 30 ans que je travaille sur cette question-là, et je rencontre des tas de gens qui font des choses absolument formidables, mais vraiment formidable. Dans plein de domaines différents, enfin en agriculture, ça peut être de l'élevage, ça peut être de la viticulture, ça peut être des grandes cultures, etc. Mais d'un autre côté, on voit qu'on a tous ces exemples qui sont très inspirants, et puis que la grande image, c'est quand même pas super. Et donc, il y a un besoin de monter en échelle, quoi. On peut pas seulement se dire on va multiplier toutes nos expériences individuelles, ça va finir par le faire. Hélas, ça fait quand même plus de 30, moi je dis ça fait 30 ans que je bosse, mais ça fait plus longtemps que c'est le problème est là. Ça fait plus de 50 ans que l'exemple qu'on a tous en tête, je pense, c'est que quand on traverse la France pour aller en vacances en été, on n'a plus besoin de nettoyer son pare-brise. Et ça, c'est quand même dramatique. Donc, il y a des choses qui se jouent à d'autres niveaux, et il y a des choses qui se jouent notamment à un niveau politique. Alors peut-être qu'avec l'actualité sur l'Ukraine, on va en reparler, parce que c'est au cœur de l'agenda, etc. Donc, je vais essayer de vous faire vous expliquer ce que moi je vois comme articulation sur des questions très techniques, très écologiques, parce que quand on parle d'écologie, il faut rentrer un petit peu dans ce qui se passe, et des questions politiques. Et c'est ce qu'on a essayé de débrouiller à travers ce livre. Donc demain, une Europe agroécologique. Alors, on a beaucoup discuté sur le titre, il est peut-être pas super sexy, parce que ça fait un peu techno, c'est vrai. De toute manière, je suis un peu un techno, c'est vrai aussi. Mais il y a le côté Europe, parce que les politiques européennes en matière d'agriculture et d'environnement, c'est important. Donc tout ce qu'on peut faire dans un salon comme ça peut être aussi contrecarré par des décisions qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu, je reviens là-dessus quand même, avec la guerre en Ukraine, tout un mouvement qui dit il faut produire plus de blé parce que comme l'Ukraine est en crise, il faut raser les dernières haies, les dernières jachères qu'on a, et ce qui est quand même absolument dramatique. On peut se dire qu'on va cultiver son jardin, pour reprendre l'image de Voltaire, mais si tout autour c'est un désert, il n'y aura peut-être même plus les abeilles pour faire le boulot dans notre jardin. Donc, bon, c'est pas très réjouissant, je suis désolé, mais il faut quand même poser les
les choses. Et ça fait 30 ans qu'en fait, enfin non, ça fait pas 30 ans, ça fait une vingtaine d'années que les enjeux qui sont posés en matière de politique sont très inspirés par ce qu'on appelle, nous, un agenda climat, c'est-à-dire la question du changement climatique, et donc qui pousse vers une agriculture qui doit être extrêmement efficace et extrêmement efficiente au nom du changement climatique. Beaucoup de décisions politiques sont prises dans cette optique-là. Donc, vous avez entendu parler de la décarbonation qui s'applique à l'énergie, mais qui s'applique aussi à l'agriculture. Et on va voir le genre de décision un petit peu bizarre que ça peut faire prendre. Donc moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats. Je suis pas tout seul. Hein. On a justement, il y a l'INRI, il y a des gens dans les instituts de recherche, il y a des gens dans les chambres d'agriculture, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais dans des instituts techniques, chez les bio, etc., qui se battent là-dessus. Et en matière d'agriculture particulièrement, cette approche, elle fait l'impasse sur... j'ai parlé des insectes sur les pare-brises de voitures. C'est la dernière vague. C'est l'effondrement de la biodiversité qui est identifié comme un enjeu planétaire absolument considérable. Et ce que moi je vis, j'aime bien cette figure. Je ne vais pas dire que le changement climatique n'est pas important. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire, c'est que dans le cadrage de manière de poser les enjeux, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Eh bien, on a l'impression que c'est le climat d'abord, c'est les marches pour le climat, c'est la réduction des gaz à effet de serre avant tout, etc. Puis après, on verra. Parce que ça semble être le cadre pour la biodiversité. C'est pas du tout comme ça que je perçois les choses, et je vais essayer d'argumenter là-dessus. En fait, si on détruit la biodiversité, eh bien, on sera même pas capable de prendre en compte les enjeux pour le climat. Donc, je pose ça. Alors, excusez-moi, il y aura quelques diapos. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je vous l'ai dit, j'ai annoncé la couleur. Je suis un techno, donc, mais je vais vous faire des commentaires qui, j'espère, ne le seront pas trop. Alors, en plus, c'est en anglais. J'aggrave mon cas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces camemberts. Ça s'appelle Les limites de la planète, et ça essaye de représenter quels sont les enjeux environnementaux auxquels la planète est concentrée. Alors, quand vous êtes dans le vert, ça va. Quand vous êtes dans le jaune, ça commence à être un petit peu craignos. Et quand vous êtes dans le rouge, c'est carrément, c'est quand même grave. C'est que vous sortez des limites de la planète. Donc, alors, encore appuyé peut-être sur le... Et puis vous avez une autre représentation, c'est les petits picots, les petits points noirs. Et les petits points noirs, ça représente les secteurs... Alors, excusez-moi, je suis... Donc, voilà, les thèmes qui sont importants. C'est l'acidification des océans, les aérosols dans l'atmosphère, l'ozone, les novel entities, c'est-à-dire tout ce qui est pesticides, plastiques, tous les polluants qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, bon, je vous ai pas... il y a une publication récente qui est sortie là-dessus. Le point d'interrogation est devenu jaune. Le changement climatique, la biodiversité qui s'appelle Biosphere Integrity, le changement d'usage des sols, l'eau douce, et puis les flux biogéochimiques. Bon, je pense que si vous êtes un salon permaé, vous avez une petite idée de ces flux qui font le phosphore, l'azote, tout ce qui fait la nourriture des écosystèmes. Donc voilà les thèmes qui sont identifiés, et je reviens à mes petits picots. Les petits picots, c'est les thèmes dans lesquels l'agriculture est particulièrement concernée. C'est-à-dire, c'est un impact, l'agriculture industrielle, productiviste, a un impact particulièrement fort. Donc, on voit qu'elle est concernée dans deux thèmes qui sont tout à fait essentiels, qui sont la biodiversité, dont je parlais, la grosse vague, et puis ces flux biogéochimiques, avec notamment l'azote et le phosphore, ces flux d'azote qui deviennent et de phosphore qui deviennent carrément dysfonctionnels. Et là, je refais le parallèle avec la guerre en Ukraine. Vous en avez peut-être entendu parler. Avec quel sujet? Le sujet des engrais azotés. Hein. Les engrais azotés, ils sont là. Et donc, le problème sera de fabriquer les engrais azotés qui sont fabriqués à très 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 grande majorité avec du gaz naturel russe. Donc on voit que tout se recoupe. Donc, si je vous dis ça, c'est que par rapport à l'agenda
excusez-moi, c'est mon mot. L'agenda, c'est ce qu'on met sur la table, c'est ce que vous lisez sur les gros titres des journaux en matière d'agriculture et d'environnement. Donc, ce qu'on met à l'agenda politique en matière d'agroécologie et de ces enjeux-là, eh bien, il faut absolument, en matière d'agriculture, poser la question de ces flux biogéochimiques, de l'azote et du phosphore et de la biodiversité. Et en fait, ce que je veux dire, c'est bien plus que le changement climatique en tant que tel. En clair, si je dis ça, je peux être un peu plus explicite, c'est que vous avez entendu parler des biocarburants. Hein, donc, ce colza qu'on cultive pour mettre dans les carburants de voiture, et puis l'huile de palme qu'on importe parce que le colza n'a plus suffi, ou le blé ou le sucre qu'on met pour faire de l'éthanol, etc. Toutes ces politiques, alors on est revenu dessus, mais si vous vous souvenez de la campagne, je vais faire, bon j'ai les yeux gris, les cheveux gris, pardon, et les yeux bleus, si vous vous souvenez de la campagne présidentielle de 2012, les biocarburants, c'était génial. C'était vraiment bio, quoi. C'était, etc. Donc, on a fait des bêtises, pour être poli, en matière de politique environnementale, au nom du climat. Ce qui a justifié de dire « je vais payer du colza pour le mettre dans le carburant de ma voiture », ça n'a pas été la biodiversité, ça a été le climat. On retrouve la même chose aujourd'hui avec la méthanisation. Donc ça, c'est des exemples concrets de politique qui changent complètement notre écosystème. Et c'est ce que je voulais vous expliquer, en fait, qui sont justifiés par des enjeux de climat et qui disent la biodiversité, on verra après. Les flux d'azote, on verra après. Mais non, en matière d'agriculture, les priorités, c'est de gérer l'azote, c'est de gérer la biodiversité. Si on n'est pas... Et en plus, je vous dis ça, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous dire, mais ce mec, il est en train de nous dire qu'on n'en a rien à foutre du climat. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention et au climat, et à la biodiversité, et aux flux d'azote. Et c'est ce que je vais vous présenter. Ok, alors, merci d'avoir anticipé ma demande. Alors, ça, c'est une représentation de différents régimes alimentaires. C'est là qu'on va commencer à faire les petits post-it dont je parlais. Alors, vous avez, ceux qui sont au fond, donc vous avez des assiettes qui sont représentées en grammes par jour de ce qu'on mange dans différents régimes. Alors, à gauche, vous avez la situation actuelle en Europe. Ici, vous avez un régime que je vais qualifier de demi-tarien avec des ruminants. Le troisième, c'est le demi-tarien avec des volailles. Et le quatrième, c'est le vegan. Alors, vous avez en jaune les céréales, en orange tout ce qui est autres produits végétaux, mais de type féculent et graisse. Vous avez en vert tout ce qui est fruits et légumes. Alors, c'est beaucoup parce que c'est en volume. Donc, il y a beaucoup d'eau dedans, en vérité. Hein, mais voilà. En vert foncé, tout ce qui est les légumineuses, qui ont un statut évidemment particulier. Donc les légumineuses qu'on mange, hein, je pense que ici c'est peut-être pas la peine d'en faire de trop, mais c'est les pois chiches, les lentilles, etc. Ce genre de produits. Et puis on va rentrer dans ce qui vient des produits animaux. Alors c'est plus facile sur le régime actuel parce qu'on voit mieux. En rouge très foncé, ça évoque le steak, donc c'est la viande de ruminant. En rose clair, c'est le cochon. En rose pâle, c'est la volaille. En bleu, c'est les produits laitiers. Donc j'ai ramené ça en équivalent fromage parce que si on est en poids, évidemment, un litre de lait, ça fait tout de suite 1 kilo, quoi. Donc l'équivalent fromage. En bleu foncé, les œufs, le poisson, les œufs, et puis les boissons et alcools que j'ai aussi ramené en équivalent matière sèche. Donc peu importe les chiffres exacts, vous voyez les philosophies. Donc aujourd'hui, un régime très... Alors en poids, on a l'impression que tout ce qui est en haut pèse pas grand-chose, mais en protéines, évidemment, c'est essentiel. Et puis 3 autres régimes alternatifs qui sont chacun présentés comme des régimes qui sont pensés être bons pour l'environnement. Alors on va passer sur la diapo d'après, qui reprend juste la partie du haut, parce qu'en fait en bas, les fruits et légumes, les céréales, etc., c'est pas là-dessus qu'il y a le plus de différence, notamment pour les 3 régimes de droite. Mais voilà ce qu'il y a pour la partie du haut sur la prise protéines. Donc, voit aujourd'hui très très peu de légumineuses, de la viande de ruminant, de la viande de cochon, de la viande de volaille, du lait, des poissons et des œufs, etc. Et les 3 autres régimes qu'on peut proposer. Donc là, pareil, bon, je ne sais pas si vous avez travaillé un peu là-dessus, on pourrait faire un colloque de 3 heures sur chacune des valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est la philosophie qu'il y a derrière chaque assiette. Donc, maintenant, je vais vous demander, pour vous, quel est le régime que vous pensez être
Alors je parle de l'Europe, puisque c'est mon thème, mais quel est le régime, et ça c'est les chiffres européens, quel est le régime alimentaire que vous pensez être le meilleur pour prendre en charge les enjeux d'environnement? Petit sondage. Alors, demi-tarien, lequel? Parce qu'il y en a deux demi-tariens, ruminant et volaille. Alors, le demi-tarien, volaille, ok. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Ok, donc les cultures intensives, alors... Alors, je vais faire un peu l'âne, mais c'est quoi les problèmes des cultures intensives? Pourquoi c'est pas bien d'avoir des cultures intensives? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes derrière ce demi-tarien volaille? Pourquoi c'est un bon régime alimentaire? Non, le meilleur, alors, et puis attendez, excusez-moi, c'est une précision hyper importante, mais vraiment hyper importante que je voudrais faire. Là, on parle de régime alimentaire moyen européen. Ça somme les choses. On est sur des assiettes moyennes. Ces assiettes, elles sont calculées en fait avec des tonnes de produits à l'échelle européenne. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va manger ça. Ça ne veut pas dire que derrière chacune des assiettes, tout le monde doit devenir... Enfin, si avec l'assiette de droite, ça veut dire que tout le monde serait vegan. Mais sur les autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vegan. Ça veut pas dire que tout le monde mange la même chose. Ça me semble très important de dire ça. Vous voyez bien le statut de cette discussion, il est macro, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous présente ça, et puis sous forme d'histogramme un peu technique, c'est que vous pouvez imaginer que vous avez des tas de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui essayent de quantifier ce qu'il faudrait produire, ce qu'il faudrait manger. Et donc ça, ces chiffres-là, ça vient d'une publication qui est très reconnue dans le monde de la recherche à l'interface des politiques publiques. Et donc ce débat-là sur qu'est-ce qu'on doit manger pour être dans les limites de la planète, il est extrêmement présent dans tous les cercles politiques. Alors moi, je m'attendais à entendre le mot méthane. Ah, quand même, je vois quand même des têtes qui moi, je suis surpris. Donc, quand je présente ce scénario, eh bien, bon, évidemment, j'ai commencé par le changement climatique, mais en général, c'est la première chose, parce que ça, encore une fois, je l'ai déjà spoilé, mais ça, c'est notre régime alimentaire, c'est le régime alimentaire qu'on propose dans le bouquin. Et quand on le présente, on nous dit, mais t'as vu? Il y a pratiquement autant de viande de ruminants qu'aujourd'hui, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et donc, ton scénario, il est inconséquent du point de vue du méthane. Et donc, c'est exactement ce que je vous disais sur les vagues. Et on va commencer à le voir avec ce qui a été évoqué sur les prairies et le bocage. Donc là, il y a quand même... C'est vrai que dans les autres scénarios, il y a cette question de la prairie et du bocage. Donc le méthane est quand même identifié comme un enjeu agricole absolument majeur qui justifie pour beaucoup de politiques le fait de ne pas avoir de prairies, de fait. Parce qu'on veut bien avoir des prairies, mais on ne veut pas avoir de vaches qui les exploitent, ou de moutons. Donc c'est quand même un petit peu compliqué d'avoir les deux. Alors bon, donc là, je n'aurai pas déjà ce boulot d'explication autour du méthane qui est à faire, mais j'y reviendrai quand même, puisque j'ai prévu d'en parler. Donc, comme je suis flemmard, je vais quand même vous faire un petit topo sur ces questions de méthane. Alors, et il y a autre chose aussi qu'il faut, enfin, je pense que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est le lien entre ça, les produits laitiers, et ça, la viande de ruminant. Parce que ce scénario-là, qui est incroyable, qui est proposé par des chercheurs en nutrition et en changement climatique, alors, ils font beaucoup de lait, mais on ne mange pas beaucoup de viande. Alors que vous savez tous que pour faire du lait, il faut que la vache vèle. Et donc, chaque année, quand on fait du lait, on produit un veau. Qu'est-ce qu'on fait de ces veaux? Et donc là, dans ce scénario, il y a un énorme point d'interrogation, ce qui est incroyable, parce que c'est publié dans les revues les plus prestigieuses. Donc, si on laisse les animaux vivre dans les prés, moi, j'ai rien contre ça d'un point de vue éthique, mais il va falloir quand même les nourrir, etc. Et puis, par rapport aux gaz à effet de serre, ça fait pas le boulot. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir des choses qui sont publiées dans des grandes revues et qui sont pourtant pas. Ça veut pas dire que ce que j'ai publié, forcément, ce qu'on a publié est exempt de défauts, d'erreurs possibles. En tout cas, celle-là, je la pointe comme étant difficilement dépassable, si je suis clair. Alors,
Pour vous dire encore une fois que vous êtes bien plus intelligent que d'autres personnes, on va passer à la diapo d'après. Alors, cette diapo, je vais donner le contexte avant de la lancer. C'est donc une conférence d'Aurélien Barraud où il est invité à parler, donc vous voyez, au Forum de l'économie positive. Donc c'est des chefs d'entreprise, des gens responsables qui ont invité Aurélien Barraud parce qu'ils sont ouverts à l'environnement, etc. Et Aurélien Barraud, il commence de manière avec son style sur l'effondrement de la biodiversité. Il dit comme moi, quoi. Enfin, ou je dis comme lui plutôt, à savoir que cette grande vague, elle est très 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 grave, très très grave. Et le chef d'entreprise qui est à sa gauche dit « Monsieur Barraud, vous avez complètement raison ». Alors il dit « Bon, ça fait 30 ans qu'on entend ça. Moi, j'ai un peu de recul, j'ai les cheveux blancs. C'est peut-être pas si grave que ça. Mais quand même, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, la décarbonation de l'économie est quelque chose de très important. Mais si on décarbone, il faudrait quand même être sérieux. On va quand même pas vivre autant de la bougie. Donc le nucléaire est quand même une très bonne réponse. Donc voilà la réponse d'Aurélien Barraud. Précisément, en 40 ans, les populations d'animaux sauvages ont disparu de 60%. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une peur de l'avenir, c'est un bilan du passé. Et quand vous dites qu'il faut être précis, c'est-à-dire effectivement ne pas tout mélanger parce que ce sont des questions complexes, je suis on ne peut plus d'accord, mais je ne comprends même pas pourquoi vous la rabattez sur le problème du carbone. Ce que je viens d'évoquer tout à l'heure n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui, à ce stade, est responsable de l'extinction de la vie sur Terre. Pas du tout. Ce sont les pesticides, c'est la surpêche, c'est la disparition des espaces de vie. Donc manifestement, nous n'avons dans cette salle de personnes concernées pas encore même compris quel était l'enjeu du problème. Donc je crois vraiment... En tout cas, on n'arrive pas à relier entre eux les différents enjeux. Mais c'est notre manière d'habiter l'espace, l'enjeu. Si vous voulez, le point maintenant, c'est pas de faire une source d'énergie propre, parce qu'avec un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, on peut raser la forêt amazonienne. On n'aura pas émis de CO2, mais on aura quand même rasé la forêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre que la vie vaut pour elle-même, c'est de cesser d'instrumentaliser et de financiariser des valeurs qui sont fondamentalement hétérogènes à ces atrophies en quelque sorte ou à ces réductions. Bon, voilà, il a tout dit en fait. Il a tout dit, on va s'arrêter là, il fait beau, non mais je blague. Moi j'insiste, en fait vous avez compris que je suis un petit peu traumatisé par cet agenda carbone. Et quand on parle de ruminants, vous voyez tout de suite la fertilité, vous voyez tout de suite les prairies, vous voyez tout de suite la biodiversité, mais dans ces sphères qui s'en foutent, qui voient même pas, la seule chose qu'ils voient, c'est des bilans de gaz à effet de serre. Parce que c'est bien, ça ressemble à des bilans comptables. Mais c'est vrai, hein, conceptuellement, je pense que c'est la même chose. Donc, il y a vraiment des enjeux à faire, à marteler comme Aurélien Barraud le fait. Et donc, moi, si je résume ce que je vais vous raconter dans le temps qui nous reste, eh bien, ce sera d'appuyer complètement ce propos avec les questions vraiment d'agroécologie et pourquoi l'agroécologie est la manière cohérente de prendre ça. Alors, on passe, je sais plus lequel. Hop, voilà. Alors, oui, pour illustrer mes propos, pour vous dire quand même, je ne suis pas que paranoïaque. Donc voilà où en est le débat. Par exemple, un article du Monde qui dit 100% bio, ça pourrait nourrir la planète en 2050. Donc ça date de 2017. Nous, on dit la même chose pour l'Europe en 2018. Et puis, clic. Voilà. Et là, c'est dans les revues scientifiques, l'agriculture biologique, c'est le pire pour le climat. Donc, évidemment, ça c'est... Alors pourquoi ? Parce que quand vous avez l'agriculture conventionnelle qui produit 2 fois plus à l'hectare, eh bien, vous pouvez avoir de la forêt, alors qu'il est bien connu que l'agriculture biologique est quand même la première cause de déforestation dans le monde. Ça, tout le monde le sait, je pense, c'est une évidence. Et donc, comme ça produit moins, c'est la catastrophe pour le climat. Donc, voilà une forme d'état du débat. Alors, ouais. Alors, vous avez des articles qui bossent là-dessus. C'est vrai que c'est ça la question. La question, c'était s'il y a des conflits d'intérêts. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément des valises de billets qui circulent. Je pense qu'il y a des représentations du monde et des formations et des déformations
qui sont à l'œuvre. Moi, ça fait 30 ans que je n'arrive pas à complètement répondre à cette question. Mais je pense que de bonne foi, il y a des gens qui n'ont pas forcément des valises de billets et de bonne foi qui pensent ça, qui sont cons comme des... Voilà, mais... Question. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais poser une petite question. Est-ce que pour tout le monde, le lien entre azote et protéines est clair? Non. Alors, ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Ce que vous avez vu dans le graphe, sur les limites de la planète, les flux de je ne sais plus comment ça s'appelait, biogeochemical flows, je ne sais plus quoi, et je vous ai parlé de protéines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, donc vous connaissez glucides, lipides, protides, ça c'est quand même une des bases, et les protéines, ce sont nos aliments qui sont les plus riches en informations. C'est un peu l'intelligence de la vie, les protéines. C'est ce qui fait que, si je résume, le sucre, c'est le carburant, les lipides, c'est le stockage du carburant, et puis pas mal de fonctions aussi de lubrification, ça fait tourner la machine. Mais les ordres, ton muscle qui va bouger comme ça, etc., ça vient des protéines. C'est ça qui fait toute la vie. Et la composante essentielle des protéines, c'est l'azote. C'est l'azote sous forme d'acides aminés. Dans la photosynthèse, c'est quoi ? C'est du gaz carbonique, CO2, de l'eau, ça fait des sucres. Ces sucres peuvent se transformer en protéines. Donc, du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Pour avoir des protéines, il faut faire rentrer de l'azote dans ces composantes chimiques. Donc, la fertilisation azotée, quand vous mangez un steak, quand vous mangez de la volaille, etc., c'est des protéines, c'est pour ça que c'est bon pour notre alimentation, si c'est pas bourré d'antibiotiques, de pesticides, rapater. Mais il faut toujours se poser la question, d'où vient l'azote qui a été mangé par cette bête. Donc, azote, protéines, c'est les deux faces de la même pièce. Très important d'avoir ça en tête. Donc, en fait, je vais beaucoup vous parler d'azote, parce que c'est essentiel, mais vous ferez le lien, et on le fera avec notre assiette. Est-ce que c'est clair? Alors, on va passer à la diapo d'après. Alors, donc, je vous ai dit, la biodiversité, c'est important. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Alors, je reviens à mes débats politiques. En fait, vous avez des tas de gens qui disent la biodiversité, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, c'est tellement compliqué parce qu'on n'a pas un indicateur comme un équivalent de gaz à effet de serre, la comptabilité carbone, etc. C'est très hétérogène. Moi, je veux bien que ce soit important, mais ça ne rentre pas dans mes tableurs Excel et donc je ne sais pas le prendre en compte. Ça peut vous sembler caricatural, mais c'est vrai. Donc, moi, je pense que la biodiversité, oui, c'est un peu plus compliqué que les gaz à effet de serre, mais c'est pas incroyable. Alors, vous avez un schéma. Quand on parle de biodiversité, en fait, donc en haut, vous avez un paysage archétypal que je pense qui a déjà été un peu évoqué dans la salle, avec les prairies, les haies, les cultures, etc. Et puis ce schéma, il rappelle quelque chose de fondamental que je pense qu'on sait tous, que même un homme politique, s'il réfléchissait une seconde, saurait s'il pensait à des vacances qu'il a pu passer à la campagne, c'est que ce qui fait la biodiversité, c'est ce qu'on appelle des cortèges d'espèces. Et c'est le fait de dire qu'il y a une diversité de flore qui renvoie à une diversité d'insectes, qui elle-même explique qu'il y ait des oiseaux, des mammifères, des grands, des petits oiseaux, etc., qui sont là. Et donc, si vous n'avez plus d'insectes sur votre pare-brise de bagnole quand vous traversez la France, c'est parce que ces insectes, ils n'ont plus les fleurs qui vont les nourrir ou qu'ils auront été, comme Rolien Barreau l'a dit, ils auront été directement détruits par les pesticides. Donc c'est très simple en fait, hein, tout le monde le sait. Alors, diapo d'après. Alors ça c'est un petit peu, on va prendre un petit peu de temps, mais je pense que c'est très très important à avoir à l'esprit. Alors encore une fois, j'annonce la couleur, donc techno, mais j'espère que ça va être du techno intéressant, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, il en faut aussi, j'espère en tout cas. Et donc ce que ce graphique montre, qui vient d'une expertise sur les synthèses agriculture biodiversité qui a été faite par l'INRA, c'est qu'il faut distinguer dans les enjeux de biodiversité deux types d'organismes. À gauche,
ceux qui sont très mobiles. Donc typiquement la buse, le renard, le chevreuil, etc. Eux, ils peuvent se déplacer facilement. Et puis, de ce côté-là, à droite, tous ceux qui sont très peu mobiles. Donc imaginez que vous êtes un tout petit insecte, ou un champignon, etc., ou une bactérie du sol. Je crois que Célos parle demain. Mettez-vous dans le sol. Votre espace de vie, c'est 2 cm. C'est ça qui fait que vous êtes vivant ou pas. Donc, ça change complètement les choses. Alors, ce que dit ce graphique, c'est que vous avez, comme on dit en ordonnée, la richesse spécifique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup de ces espèces-là. Et puis vous avez deux choses à prendre en compte. Est-ce que votre paysage, il est simple ou complexe? Donc quand on a évoqué des grands champs ou des petits champs, c'est de ça dont on parle. Est-ce que c'est qu'un immense monoculture de blé ou est-ce que vous avez une mosaïque de culture? Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde ici. Et la deuxième chose, c'est l'intensivité de l'agriculture. C'est est-ce que je mets beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, auquel cas je suis intensif, ou est-ce que j'en mets peu, auquel cas je suis extensif. Et donc, ce que montre ce graphique, c'est que pour des espèces qui sont très mobiles, buses, etc., vous êtes dans la Beauce avec des parcelles qui font des centaines d'hectares. C'est le désert. Il n'y a rien. Rien. Vous êtes là. Vous mettez des haies, des bosquets, ce qu'on appelle des infrastructures paysagères dans le jargon. Vous complexifiez votre paysage. Et là, pour ces buses-là, ça va être quand même ça va faire une sacrée valeur ajoutée. Donc, elles vont pouvoir profiter de ce type d'aménagement. Si vous êtes dans une agriculture extensive avec apparemment, parce qu'en réalité, quand une vraie agriculture extensive, c'est pas vrai qu'elle peut avoir une monotonie paysagère, mais je ne sais pas si vous connaissez par exemple le Césalier dans le Massif central. Donc vous imaginez ces grands plateaux herbagés, etc. C'est de la mer d'herbe. Vous avez très peu d'arbres, très peu de bosquets. Ça peut paraître très très simple comme paysage. Alors si vous êtes une buse là-dedans, vous êtes déjà très bien. Hein, vous êtes très très bien. On va planter quelques arbres, quelques bosquets. Ça ne va pas faire une grosse valeur ajoutée parce qu'en fait, vous êtes déjà très très bien. Donc voilà ce que montre ce bosquet. Alors si je dis ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques agricoles, quand elles essayent de prendre en compte les enjeux environnementaux, elles ne parlent que de ça. Ce qui est déjà important, hein. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de bosquets, qu'il ne faut pas de haies, etc. Mais c'est de ça dont elle parle. Si vous êtes ma petite bactérie, mon petit insecte, ma petite... quand je dis petit, c'est vraiment au sens petit, parce que ces bactéries, elles sont immenses par leur rôle. Je suis dans la Beauce, de toute manière, je suis très mal. Et puis vous me mettez une haie, etc. Ça ne va pas me faire grand-chose. Ça va me faire quelque chose si je suis juste à côté de la haie. Et ça ne va pas changer ma vie. Ce qui est vraiment... absolument essentiel, c'est l'absence d'intensivité, c'est le fait de ne plus avoir d'engrais, de pesticides qui vont me détruire ça. Et donc, si vous reliez ça avec le schéma d'avant, si vous voulez avoir vraiment de la biodiversité, ce n'est pas seulement des haies, des arbres, de l'agroforesterie qu'il faut, c'est ça plus de l'extensivité. Et même la base de la biodiversité pour les insectes, etc., c'est le fait de ne pas avoir d'engrais et de pesticides. Alors, je pense qu'ici, vous êtes un public qui est convaincu de ça. Mais l'agriculture est tellement shootée aux engrais et aux pesticides qu'elle espère, et vous avez des tas de gens qui vendent ça comme étant la solution, alors que c'est pas négligeable, c'est pas à la hauteur des enjeux. Je suis clair sur ce message. Alors, on va passer à la diapo d'après. Ah non, pardon. Hop. Diapo d'après encore. Voilà, merci. Alors, désolé, c'est pas très beau. Je pensais que c'était mieux, mais je me souviens plus. C'est le même paysage qu'en haut. Et là, je vais vous parler d'azote, justement, avec la biodiversité. Donc, dans ce paysage, vous avez les prairies dont on a parlé. On a la vache qui rote. Alors, on dit souvent que le méthane, c'est l'épée. Non, c'est essentiellement l'héros. Ça, c'est une vache. Il faut avoir les yeux de la foi pour le voir. Une rivière, une ripisylve, des haies, des champs cultivés, etc. Bon, là, pour l'instant, je vous fais un discours écologue, ce que je ne suis pas, mais ça m'intéresse quand même beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de production. Enfin, il faudrait peut-être aussi, monsieur a dit tout à l'heure, moi j'aime bien la viande, j'aime bien manger. Donc, il faut quand même manger. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même un peu produire aussi. Donc, comment on produit ? Alors, on va partir de la fin, c'est-à-dire les cultures. Tout ça, c'est les champs de culture qui sont diversifiés. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit,
L'azote, c'est la vie, c'est aussi la vie des cultures. Et donc, il faut que les cultures aient des apports d'azote pour pouvoir se développer. Alors, pas seulement de l'eau, du phosphore. Bon, c'est autre chose un peu le phosphore, mais on va rester sur l'azote. Si vous n'apportez pas les engrais de synthèse qui tuent la biodiversité, d'où vient cet azote de manière naturelle? Alors, je suis sûr que j'ai au moins une personne qui sait répondre à la question dans la salle, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Matière organique. Mais d'où vient l'azote de la matière organique? Alors, d'où vient l'azote qui est dans le compost des animaux? Ah, ben toujours. Un animal ne crée pas d'azote. Il fait juste le transférer. De l'herbe, de l'air. Alors, mais l'azote de l'air, donc 80-90% de l'air qu'on respire est composé d'azote. Ouais. Alors, je répète, mais c'est ça. C'est-à-dire que parmi les plantes, vous en avez certaines, c'est pas elles qui font la synthèse, vous en avez certaines qui sont copines avec des bactéries du sol. Et ces bactéries du sol, elles aiment se fixer seulement sur certaines plantes, donc les fameuses légumineuses. Alors, il y a deux grands types de légumineuses qu'on mange. Il y a celles qu'on mange, donc pois, lentilles, je sais pas, je suis nul là. Voilà, pois chiches, exactement. Bon, donc qui vont remonter les protéines qui sont fixées par les bactéries du sol dans la graine. Et puis vous avez celles qui stockent plutôt, c'est pareil, qui sont copines avec ces bactéries qui fixent l'azote et qui vont plutôt le fixer dans les feuilles. Alors, et donc là, c'est trèfle, luzerne, sainfoin, etc. Donc, dans les systèmes agricoles, la question que vous devez toujours vous poser, c'est quelle est ma part de légumineuses qui sont ces plantes qui savent s'associer avec des bactéries qui fixent l'azote pour faire rentrer l'azote dans mon cycle. Sinon, l'autre manière de faire rentrer de l'azote, c'est Poutine. C'est le gaz naturel, de l'énergie, etc. Donc ça, c'est la révolution, ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch de la fin du 19e siècle. C'est l'invention des engrais modernes, super énergivores, super efficaces. Super efficaces. Parce que là, c'est de l'azote qui est déjà directement minéralisé. Et les plantes, ce qu'il faut savoir, on a parlé d'apport organique, mais l'azote organique, en soi, une plante ne sait rien en faire. Il faut que cet azote organique, il subisse lui-même un cycle et qu'il soit minéralisé pour être assimilable par la plante. Ça, il faut. Donc, quand vous apportez directement de l'azote minéral, c'est pour ça que l'agriculture conventionnelle, jusqu'à présent, est aussi productive. C'est qu'elle est dopée à cet azote de synthèse, et là, c'est open bar, quoi. Alors, ce que Sellos dit, c'est que même les poissons de l'océan, ils sont nourris par les légumineuses. Ah, comment? Eh bien, parce que vous avez les apports, parce que les flux d'azote, ils se font dans les écosystèmes. Ah ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ils se font dans les écosystèmes terrestres. Il n'y a pas de légumineuses dans la mer. Et donc, ce qui apporte les flux qui nourrissent les algues, les poissons, que vont manger toute la chaîne trophique, eh bien, c'est par les fleuves. Et il faut qu'il y ait des flux d'azote qui viennent de ces fleuves qui sont apportés. C'est pour ça que les meilleures zones de pêche, elles sont proches des côtes. Et c'est pas en pleine mer où que vous allez avoir beaucoup de poissons qui vont avoir. Donc, même les oiseaux marins qui ont mangé des poissons, les poissons, indirectement, si vous refaites toute la chaîne, ça va venir quand même naturellement de cet azote. Donc ça, c'est quand même essentiel à avoir à l'esprit. Donc, et pareil, avec les protéines. Alors, et c'est là, on pourrait presque... Donc, je reviens à ces flux d'azote. Donc, vous êtes une céréale, un blé, vous avez besoin d'être nourri par l'azote. Là, c'est les gros titres des journaux, si vous avez vu ça. Guerre en Ukraine, il va falloir produire plus de blé. Guerre en Ukraine, c'est pour produire plus de blé, il va falloir plus d'engrais. Là, l'équation coince sérieusement, mais en tout cas, on est au cœur de la question de ce que je vous dis. L'azote, la production. Le blé. Donc, le blé, pour qu'il pousse, il faut lui apporter de l'azote. Donc, là, deux manières de lui apporter dans un agrosystème, c'est soit par ce qu'on appelle les rotations, donc les champs qu'on cultive chaque année. Donc les rotations, c'est vous changez les cultures, notamment pour ne pas avoir des problèmes de maladie et pour avoir une bonne nourriture. Donc, typiquement,
les pois, les lentilles, les pois chiches, etc., qui vont laisser de l'azote, parce qu'on exporte le grain, mais il y a tout le reste qui va rester dans le sol, ça va se décomposer, les engrais verts, tous les engrais verts, etc. Et donc ça va avoir ce qu'on appelle un arrière-effet. Ça va être sous forme organique, l'azote organique dont parlait monsieur, qui va se retrouver dans le sol, puis ça va se décomposer petit à petit. En se décomposant, au bout d'un moment, ça va devenir minéral. Et donc là, le blé va faire... Il va prendre tout de suite, dès qu'il y en a, il va le prendre et il va pousser comme ça. Donc ça, c'est l'option végane. Ce que je vous raconte, c'est une rotation qui serait végane avec ces légumineuses qui sont là pour nous apporter des protéines, pour nous nourrir et pour faire pousser le blé aussi. Alors, je spoil tout de suite. En fait, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que ces protéines, comme je vous les ai dit, c'est sous cette forme-là, sont des graines. Et les graines, on les exporte, on les mange, donc il ne reste pas beaucoup d'azote dans le système, puisqu'on en sort beaucoup sous forme de graines, si vous me suivez. Donc voilà pourquoi, en fait, l'alimentation végane est intéressante, mais si on reste juste avec ce qu'on peut faire en rotation, parce qu'on peut pas, il y a un problème avec ces plantes qui fixent l'azote, c'est qu'elles sont tellement super que tout le monde les aime. Et donc tout le monde, c'est aussi des parasites, c'est aussi des champignons, etc. Donc si vous en mettez beaucoup dans une rotation, par exemple, vous ne pouvez pas faire de monoculture de lentilles, vous ne pouvez pas faire une monoculture de légumineuses, parce que comme elles ont un intérêt très très fort, je le répète, elles vont avoir des maladies et donc elles vont se dégénérer, quoi. Donc il faut maximiser les légumineuses, mais en gros, 25-30% dans une rotation, c'est déjà pas mal. Vous ne pourrez pas aller avec 50% en général, sauf cas très très particuliers. Donc voilà, c'est ça le problème du vegan, c'est que nous on a essayé de quantifier, on l'a quantifié dans notre scénario, je n'ai même pas présenté ça, d'ailleurs je vais le faire juste après. Eh bien, on arrive au fait qu'il manque à peu près 40% d'azote pour avoir une production suffisante si on n'a que des rotations, que des légumineuses en rotation. Alors, ça, c'était cette première flèche. Donc, la deuxième flèche, c'est ce qui a été évoqué. C'est ce qu'on appelle les transferts de fertilité. Et donc, par ces fameux animaux. Donc, dans ces prairies, vous avez aussi plein de légumineuses. Dans les écosystèmes naturels, pour que ces écosystèmes fonctionnent naturellement, avec ce que je vous ai dit, il faut des légumineuses. Sinon, vous n'allez pas avoir d'azote. Enfin, si, en fait, vous allez avoir l'azote par les bactéries libres. Ce qui, visiblement, dans la toundra, dans la taïga, fait le boulot, beaucoup plus que dans les systèmes agricoles. En agriculture tempérée, pour simplifier, ce sont ces légumineuses qui fixent l'azote. Donc, elles sont là spontanément. Et je pense que vous avez tous en tête ce que c'est qu'une belle prairie de montagne ou une belle prairie extensive. Vous avez beaucoup de types de légumineuses. Et vous en avez beaucoup tout au long des saisons. Vous en avez qui commencent, qui vont produire en avril, en mai, etc., qui vont fleurir de manière très, très variée. Et c'est cette variété qui fait qu'elles sont capables d'exploiter un petit peu toutes les niches écologiques qu'il y a. Et associées à ces légumineuses, vous allez aussi avoir une diversité de plantes qui ne sont pas que des légumineuses, donc soit des graminées, soit des dicotylédones, donc une flore qu'on va avoir toute l'année. Alors, quand on met des vaches sur ces prairies, eh bien ces vaches, soit elles broutent directement, soit on fauche pour les nourrir, etc. Donc on exporte de la biomasse. Alors c'est super intéressant parce que là on rentre dans ce que monsieur a dit. En nourrissant ces vaches avec de l'azote qui vient des bactéries, de toutes, même du raies-gras, eh bien on a cette richesse en azote dans les déjections qu'on peut transférer à l'écosystème cultivé, en rotation. Et donc ça, c'est indispensable, c'est les 40% qui manqueraient sinon pour faire le boulot. Si vous fertilisez vos prairies avec, alors deux cas de figure, soit de l'azote de synthèse. Si vous fertilisez vos prairies avec de l'azote de synthèse, à votre avis, qu'est-ce qu'elles vont faire les plantes? Vous avez déjà une idée. Elles sont comme nous, elles sont flemmardes. Elles vont arrêter de fixer l'azote. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée. La fixation d'azote par les légumineuses, c'est très coûteux en énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc si vous avez un avantage compétitif à le faire, vous le faites. Si vous n'avez plus cet avantage parce qu'on vous apporte de l'azote, vous arrêtez de le faire. Non seulement vous arrêtez de le faire, vous arrêtez de le faire dans la plante, dans le sol, donc toute la vie du sol est modifiée.
et donc vous allez perdre en biodiversité. L'autre manière de le faire, c'est pas d'apporter de l'azote de synthèse, c'est d'apporter de l'azote qui est déjà du fumier, par exemple typiquement en Bretagne, vous avez beaucoup d'animaux, et vous allez avoir des prairies qui vont être fertilisées avec trop d'azote organique, parce que vous en avez pléthore. Donc, je reviens juste pour mon petit topo sur les prairies, c'est que en coupant ces prairies, ou en les exploitant, donc vous sortez de la biomasse, et vous avez ce qu'on appelle un régime de perturbation écologique. C'est-à-dire que les plantes, il faut trouver un équilibre, ça c'est tout l'art de l'éleveur, c'est de trouver un équilibre entre ce qui va pousser spontanément, sous contrainte d'azote, sous contrainte d'eau, etc., et puis ce que vous allez exporter sous forme de foin, et puis après que vous pourrez valoriser. Et quand vous avez ce qu'on appelle un régime stable de perturbation, eh bien là, vous pouvez avoir une flore qui est très très riche, parce que vous empêchez qu'il y ait une espèce qui prenne le dessus, voire à terme même que ça s'embroussaille si vous interveniez pas assez. Donc, l'entretien de ces prairies, si c'est bien fait, si c'est pas trop fertilisé, etc., c'est une condition pour avoir, eh bien, si vous vous souvenez, toutes les fleurs, tous les insectes, etc., que je vous montrais auparavant. Donc, vous voyez que l'azote, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, si vous apportez de l'azote sur les prairies, si vous les fertilisez, eh bien, vous allez faire baisser la biodiversité de cette flore, et donc toute la chaîne. Et puis là, on parle du haut, mais si on parle en dessous, dans le bouquin de Sellos, si vous voulez le lire, alors c'est un peu un pavé, hein, et puis voilà, il faut aimer l'oxydoréduction quand même. Mais moyennant quoi, c'est tout à fait fascinant, parce que ce que je vous raconte par au-dessus, il le raconte par en dessous, et vous le voyez avec toutes les bactéries, les champignons, c'est exactement les phénomènes qui sont à l'œuvre, et d'ailleurs tout est relié. Alors ça, c'est des choses que les éleveurs, moi, vous avez compris que on va plutôt défendre les éleveurs à l'herbe là-dedans, mais des éleveurs à l'herbe qui fertilisent leurs prairies pour maximiser la production et avoir des vaches c'est de l'herbe, mais c'est de l'herbe qui n'est pas terrible, c'est ce qu'on appelle de la culture d'herbe. Et de toute manière, on va toujours se poser la question, pour cultiver cette herbe, il faut que vous fassiez rentrer de l'azote dans votre système. Donc vous allez vous dire, d'où vient cet azote, toujours. Est-ce que c'est clair là-dessus? Donc voilà pourquoi, en fait, il faut cet équilibre pour, à la fois pour nourrir les plantes, pour produire, et pour avoir de la biodiversité. Alors, modulo un changement de régime alimentaire. C'est-à-dire que ce qui rend possible le fait de produire assez pour nourrir les gens, tout en produisant beaucoup moins, c'est 30% en moins, c'est pas rien. Hein. Si on vous dit la production végétale baisse de 30% et la production animale baisse de 45%, puisque c'est les chiffres qu'on a, la production de porc et de volaille baisse de 60 à 70%, c'est quand même beaucoup, eh bien ça c'est la condition pour que le paysage de rêve, moi je suis d'accord, avec vous. Dès que j'ai un paysage comme ça, c'est là que je vais essayer de passer mes vacances, parce que c'est trop fabuleux. Eh bien, il faut manger beaucoup moins de viande, etc. En fait, ce qu'on dit, c'est beaucoup moins de viande, beaucoup moins de produits laitiers aussi. Hein, ça se lit peut-être pas beaucoup, c'est le bleu clair, mais c'est à peu près aussi moitié moins de produits laitiers. Produits laitiers, c'est riche en protéines, ça demande des protéines, etc. Et donc là, c'est ce qu'on a calculé comme équilibre entre juste ce qu'il faut de ruminants pour entretenir des prairies extensives. Ils peuvent donc manger cette herbe qui pousse naturellement. Donc ça veut dire des vaches plus rustiques, ça veut dire des vaches qui, au lieu de produire 10 000 litres, produisent 5 000 litres. Et on va faire le lien. Une vache qui produit 10 000 litres, pour produire 10 000 litres, elle fait un veau. Logique, par an. Une vache qui produit 5 000 litres, pour faire 5 000 litres, elle produit un veau. Donc, pour la même quantité de lait, 10 000 litres, si vous êtes intensif, vous avez un veau. Si vous êtes extensif, vous avez 2 veaux. Et voilà ce qui explique pourquoi, en baissant beaucoup la production de lait, on maintient une production de viande, une consommation de viande qui est relativement élevée, parce que vous avez relativement des veaux. C'est le prix à payer, si je puis dire. En tout cas, c'est le raisonnement qui est cohérent
avec l'extensivité de l'élevage. Si vous voulez, d'élevage extensif, ce qui est nécessaire pour gérer toutes les prairies telles qu'on l'a dit, eh bien, il faut changer cet équilibre entre le lait et la viande. Et alors, juste quelque chose que vous savez peut-être ou peut-être pas, quand vous allez chez le boucher et que vous achetez du steak, en France, on voit beaucoup la limousine, la charolaise de la vache à viande, etc. Dans les 3/4 des cas, c'est un sous-produit de l'élevage laitier. La viande qu'on achète, ce qui n'est pas en soi un problème, hein. Si c'est du bon lait, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 de l'élevage, enfin des prairies, de tout ce qui est lié à l'élevage, c'est un sous-produit du lait. L'entrée qu'il faut pour comprendre les choses, c'est l'économie laitière. Donc voilà le lien entre les paysages, l'azote et la ration alimentaire. Et donc voilà pourquoi le vegan, il pose un problème en termes de flux d'azote pour les raisons que je vous ai dites de rotation, si vous ne voulez pas d'azote. Voilà pourquoi le demi-tarien volaille pose aussi ces problèmes-là. Alors, si je vous ai dit qu'il est très présent dans les débats, parce que le prix de ça, c'est le méthane. C'est les émissions de méthane. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et on revient à l'ordre des vagues que je vous ai présenté au tout début. Je vais peut-être m'arrêter là, mais j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur le méthane. Je vais juste vous dire la conclusion qui va être très étonnante peut-être pour pas mal d'entre vous, parce que le méthane, c'est quand même un gros gaz à effet de serre. Hein. C'est du sérieux. Mais je vais quand même le faire en 3 minutes. Est-ce que vous savez quel est le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui explique 16 degrés de réchauffement? 16 degrés. La vapeur d'eau. Sans eau, il ferait très très froid. Alors cette vapeur d'eau, elle s'est constituée il y a des millions d'années et elle fait une couche, pour l'instant, plutôt bonne pour la vie. Là, avec tout ce qu'on va rajouter, ça va devenir problématique. Alors pourquoi la vapeur d'eau, c'est vrai hein, que c'est le premier gaz à effet de serre, c'est vrai. Pourquoi c'est pas un problème pour le changement climatique? C'est un cycle très rapide, très rapide. Donc, vous avez cette couche de vapeur d'eau. Alors, il y a des millions d'années, quand il n'y avait pas encore l'eau sur Terre, il faisait très froid. Quand l'eau s'est développée dans l'atmosphère, etc., qui est devenue, ça a réchauffé. Mais une fois que ça a réchauffé, on ne compte plus cet effet. Ça y est, c'est soldé, c'est payé. Donc, quand vous êtes dans ce régime de croisière permanent, votre impact sur le climat, il est neutralisé. Parce que ça va très très vite. Le méthane, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui dure 12 ans dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas comme l'eau, mais le CO2, c'est pratiquement à vie. Et l'autre gaz à effet de serre dont je voudrais vous sensibiliser beaucoup, c'est encore lié à l'azote, ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. Et c'est un gaz à effet de serre. Le méthane, c'est 30 fois le CO2. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois le CO2. Et le protoxyde d'azote, il vient d'où? Des engrais. Et des déjections. Des engrais azotés et des déjections. Azote, azote, azote. Donc dès que vous entendez azote, ben, vous faites le lien. Alors, on met en tonnage, il y a moins de méthane que de protoxyde d'azote, mais en importance, en effet, en émission de gaz à effet de serre, c'est à peu près pareil. Sauf que dans le cas du méthane, ben, comme vous êtes dans un cycle, il se trouve que les émissions de méthane et le cheptel européen est plutôt en décroissance, on va dire pour simplifier, plutôt stable, eh bien c'est comme la vapeur d'eau. Donc vous avez un cycle qui est stable. Et aujourd'hui, ça paraît juste incroyable que je vous dise ça, mais si vous voulez, j'ai toutes les publications scientifiques pour blinder ça. Aujourd'hui, l'impact climat du secteur de l'élevage européen en étant stable est nul. C'est dingue. Donc voilà, en gros, le message, c'est que il faut pas confondre les émissions de gaz à effet de serre avec l'impact sur le climat. Parce que sinon, on pourrait compter aussi les émissions de gaz à effet de serre d'un champ irrigué. Ça émet de la vapeur d'eau. On pourrait le comptabiliser, effectivement, mais ça rentre dans un cycle. Donc, alors, ne me faites pas dire, parce que quand je dis ça, les gens qui travaillent sur il y a des tas de gens qui travaillent sur le climat, qui ne connaissent pas ça. Les physiciens du climat me disent oui, enfin, je
je dis pas ça en l'air, mais il y a des tas de gens qui travaillent uniquement sur les bilans de gaz à effet de serre, et quand ils me regardent, ils me disent non, on ne te croit pas, on ne te croit pas. C'est tellement énorme, et quand ils comprennent, ils disent ouais, mais toi tu défends l'élevage herbivore. Alors oui, je défends l'élevage herbivore, mais je défends l'élevage herbivore avec les prairies telles que j'ai dit. Je ne défends pas l'élevage herbivore pour l'élevage herbivore. Ce n'est pas la question. Bon, voilà. Excusez-moi, ça me semble une information qui est très importante que vous disiez. Alors, il y a la question sur la méthanisation. La méthanisation, c'est encore autre chose. La méthanisation, c'est faire du méthane, non pas par les vaches, mais c'est utiliser toutes les cultures, les résidus de culture, qu'on met dans une... Vous avez tous vu peut-être des méthaniseurs, hein, ces espèces de grandes usines avec des dômes, etc., qu'on fait fermenter sous certaines conditions. Et si certaines conditions, au lieu d'émettre du CO2, ça émet du méthane. Dans les deux cas, c'est carbone. Donc dans un cas, dans le CO2, c'est avec de l'oxygène. Dans le méthane, c'est H4, c'est avec de l'hydrogène. Et ce méthane, c'est le même que le gaz naturel russe. Alors, quand je vous parlais des conneries qu'on pouvait faire au nom de l'énergie, ça, c'est la meilleure qu'on puisse avoir aujourd'hui. La méthanisation. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une question d'échelle. Si vous êtes particulier ou éleveur, que vous avez des déjections dont vraiment vous ne savez pas quoi faire, qui contiennent du carbone, vous avez des refus de tonte dont vous ne savez pas quoi faire, vous avez des feuilles là, que je vois là dont vous ne savez pas quoi faire, vous les mettez dans ce méthaniseur, vous faites de l'énergie, et en faisant cette énergie, vous évitez d'acheter du gaz naturel. Ça, pas de problème. Il faut juste se poser la question quand même de combien d'énergie vous avez dépensé pour couler du béton, etc. Et quand on voit la taille des machins, c'est une question qui se pose. Mais bon, si vous avez ces gisements d'énergie, moi, on pourra discuter en tout cas. Le problème, c'est que ça marche à petite échelle, et puis du coup, le gouvernement dit « Ah, c'est super, donc on va remplacer le gaz russe par la méthanisation. » Mais là, pour faire les chiffres, qu'est-ce que vous faites ? Des engrais, de l'irrigation, vous faites pousser à mort, et là, vous faites un bilan énergétique qui devient négatif. C'est la conclusion. La question, c'est comment font les agro-industriels ? Non, ils ne sont pas d'accord. Mais la conclusion de l'article du Monde que je vous citais ce matin, c'est de dire, mais comment vont-ils continuer ? Ils sont tellement dépendants. Là, c'est ce que révèle. C'est-à-dire qu'à un horizon de 20 ou 30 ans, ces questions-là, elles vont se poser. Et donc, je suis d'accord. Mais ils ne changeront que quand ils seront face au mur. Et là, le mur, il se rapproche. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.